الزلف اللون انفجين بوسكين ثوم ثانوية تواليم ذا الصلاة ناناليست يشد نيكوا ثين إفضلون دي تسرتيث جيو استراتيجية لا جيوبوليتيك بروفيسور محمد بن حدادي مقارنة رشيد نغاد غورس غاد نمسايف تمثلت الأوكران ماشي تمسكي الأوكران داني يشد لنا تمثلت نتوثلايث la question de la langue en Ukraine. ايوا شو نشدر اشكور يراد يونو ماغراذ ان ارتيكل سوازاليس دو غورميس الكترونيك جورنال الكترونيك ADN med اكيد تسوالي مكان avec le titre langue en Ukraine de victimes à bourreau ذن سوازاليس يشعر تص لي سيكسيون زماترام يفكر دون ايتود زما دينير سيانتيفيك اي تريز اكاديميك اكون يعجبنا طاس ما نتولي اشو ضرون دي لوكران سباوة تكون دي سكرين شوال دينا هات ماشي اتصل ديك تولي تدرن تمثال تكين توثلايت رشيد بن حدادير de par son expérience à la fois en Ukraine et en URSS, il a vécu de plus près cette problématique linguistique. Donc, l'interview va se dérouler en langue française sur la question de la langue en Ukraine, comme ailleurs, est un sujet sensible. On va essayer avec lui d'expliquer méthodiquement tout cela dans le cas de l'Ukraine et surtout, quels sont les enseignements et les leçons on peut tirer de tout cela. Seigneur et Rachid Ben Haddadi, Azul Flek. Azul Rachid, Azul, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Donc voilà, donc on va directement. Ma toute première question, professeur Ben Haddadi, c'est que on aimerait bien savoir à l'époque de l'ère soviétique, je commence ma question par rapport à cette époque-là, où l'Ukraine était dedans, donc sachant qu'elle a obtenu son indépendance en 91. Pour nos auditeurs, on aimerait bien savoir c'était quoi la langue officielle en Ukraine à cette époque, l'époque soviétique. Et comme deuxième volet de ma question, c'est quoi la langue que les gens utilisaient le plus à cette époque-là, en Ukraine? Comme je vais faire référence à des documents officiels, autant vous les montrer. Ces documents sont accessibles à tout un chacun. Ils se trouvent au sein du fonds bibliothécaire donc de l'Université Laval. Donc, la loi relative donc, aux langues en Ukraine, la toute dernière avant que l'Ukraine obtienne son indépendance, elle date de 1989. Elle est abrogée, bien sûr, mais c'est intéressant qu'on y revienne pour savoir qu'est-ce qu'elle dit, cette loi exactement, puisque si on la regarde de plus près, on voit que l'article 2 de cette loi dit que conformément à sa constitution. Donc, la langue officielle en Ukraine, c'est l'ukrainien. Ça, c'est l'article 2. Et l'article 3, pour les langues des autres nationalités, donc le 3.1 est dit que en Ukraine, on a les conditions nécessaires pour le développement et l'usage des langues des autres nationalités. Donc, les langues nationales peuvent être employées parallèlement à la langue ukrainienne. L'article 4, lui, c'est concernant les communications interethniques. Il dit qu'en Ukraine, l'ukrainien, le russe et d'autres langues sont les langues des communications interethniques. Pour avoir une idée exacte comment était l'Ukraine soviétique, il n'y a rien de tel que de regarder au sein des écoles secondaires. Combien il y avait d'écoles secondaires en ukrainien et en russe. Si on regarde la région de l'Est de l'Ukraine, on voit par exemple Dnipro, 125 écoles russes pour 9 écoles ukrainiennes. Toujours à l'Est, grande ville, Kharkiv, 156 pour 2. Si on regarde les villes comme Odessa, 93. Simferopol, qui est la capitale de la Crimée, c'est 33-0. Dans le milieu de l'Ukraine centrale, une ville comme Kharkiv, c'est 156-2. Donc, autant dire, pour résumer tout ça, que la langue ukrainienne était totalement marginalisée dans l'Est et au centre de l'Ukraine parce que
même à Kiev, la capitale de l'Ukraine, il n'y avait que 34 écoles secondaires ukrainiennes pour 152 écoles russes. On parle ici de l'année 1987. L'exception était plutôt davantage à l'ouest ukrainien, des villes, par exemple, comme Lviv, où on avait 66 écoles ukrainiennes pour 26 écoles russes, Ternopil, 23. Donc tout ça, ce tableau, il nous montre à quel point le bilinguisme officiel n'était qu'un bilinguisme de façade, hein. L'hégémonie de la langue russe était quasiment totale à l'est et au centre du pays, un petit peu moins, on va dire, à l'ouest. Donc, la raison, c'est que l'ukrainien n'était pas une langue protégée, elle était en concurrence avec la langue russe. Et la langue russe, c'était la langue du savoir, et l'ukrainien, c'était davantage considéré comme une langue folklorique. Et il est vrai que ces deux langues sont très, très proches l'une de l'autre, hein, ce qui peut s'expliquer par l'histoire commune de 3 siècles, mais en un mot, la russification de l'Ukraine était très, très massive, sauf qu'ayant eu l'occasion de vivre ça de l'intérieur, il y a un certain nombre de nuances qui s'imposent, parce que si on a à résumer les langues en Ukraine avant que l'Ukraine obtienne son indépendance, on peut dire effectivement que l'Est, le Centre et le Sud sont russifiés à pas loin de 100%, mais que l'Ouest n'a été que partiellement russifié. Merci, professeur Ben Haddadi. Maintenant, ben, on a vu un peu la carte géographique de point de vue langue parlée en Ukraine à l'époque de République soviétique socialiste, l'URSS. Donc maintenant, la question qui se pose, est-ce que cela a changé, c'est l'indépendance acquise ou bien cela après du temps? Pour continuer dans le même sens, quand l'Ukraine a promulgué sa première constitution comme État indépendant, est-ce qu'elle fait référence justement à sa langue maintenant? Ouais, c'est sûr qu'avec l'indépendance en 81, c'était la grande effervescence et une quinzaine de projets de loi ont vu le jour. Aucun de ces projets n'a été adopté. On peut s'y arrêter très brièvement sur le projet de loi de 1996 parce que celui-ci a été quand même avancé. Et puis, ce qui caractérise tous ces projets de loi et qu'on retrouve justement à l'intérieur de celui de 1996, c'est l'affirmation de l'ukrainien comme identité nationale. Donc, par exemple, au niveau des langues, l'ukrainien est la langue officielle de l'Ukraine, donc c'est une langue qui est obligatoire. Encore une fois, ce projet de loi n'a pas été jusqu'au bout, mais on voit déjà qu'au niveau de l'élaboration des premiers projets de loi, l'affirmation de l'identité était réelle, on la voyait. Et si on regarde la législation sur les langues, c'est sûr que c'était encore le bilinguisme qui était davantage euh, accepté, davantage mis de l'avant. Pour vous résumer ça de façon un peu différente, ce serait mieux qu'on regarde la Constitution. Parce que la première Constitution ukrainienne, elle a vu le jour en 1996, justement, et l'article 10 de cette Constitution dit que la langue officielle de l'Ukraine, c'est l'ukrainien et que l'État assure le développement et le fonctionnement de la langue ukrainienne dans tous les domaines de la vie sociale partout sur le territoire. Et en Ukraine, le libre développement, l'emploi et la protection du russe et des autres langues des minorités nationales sont garantis. Euh, Toujours au niveau de la Constitution, l'État favorise, l'article 11 dit que l'État favorise la consolidation et le développement de la nation ukrainienne, sa conscience, ainsi que le développement des particularités ethniques, culturelles et linguistiques, religieuses de tous les peuples et des minorités nationales de l'Ukraine. Pour ce qui est maintenant de l'instruction, l'instruction, c'est l'article numéro 53, il est là. L'article 53, il dit que les citoyens appartenant à des minorités nationales ont la garantie et le droit, conformément à la loi, de recevoir leur instruction dans leur langue maternelle
ou d'étudier dans leur langue maternelle. Donc la Constitution est venue quand même également mettre de l'ordre pour dire que la langue officielle, c'est désormais l'ukrainien, mais que les minorités avaient le droit d'accéder à tous les services avec leur langue officielle, leur langue propre, je veux dire. Très bien pour toutes ces... Je pourrais peut-être ajouter un petit détail, parce que des fois, un petit Vas-y. exemple, ça remplace toutes les explications. J'ai en ce moment un collègue qui travaille avec moi et qui a fait ses études à Odessa. Odessa, c'est le sud de l'Ukraine. Et lui, il a commencé en 90-91 et il a fini en 96. Justement, il a vécu cette ukrainisation qui a commencé. Et il m'a quand même cité un exemple assez édifiant. Il m'a dit que lui, il était à Polytechnique de Kiev. Il a fait ses études en langue russe. Par contre, il recevait ses relevés de notes en langue ukrainienne. Son diplôme était également en langue ukrainienne parce que c'était les premiers balbutiements donc, de l'usage de l'ukrainien dans le domaine donc, de l'enseignement supérieur. Juste une curiosité, avant de passer à l'autre question, juste entre parenthèses, vous, professeur Benhadek, qui a fait vos études en URSS et plus précisément à Kiev, qui était la capitale de l'Ukraine, c'est en quelle langue vous avez fait vos études là-bas? J'ai fait une partie à Kiev, mais j'ai fait la plus grande partie au Donbass. Et dans les deux cas, j'ai commencé en 95 et dans les deux cas, c'était exclusivement en russe. À Kiev aussi, D'accord. c'était Polytechnique de Kiev, c'est exclusivement en russe. Donc, à À cette mon époque, époque, à mon ouais. époque, moi j'ai fini en 86, toutes les universités techniques qui étaient enseignées en langue russe. Et à ma connaissance, parce que je continue à m'y intéresser, elles continuent encore à le faire massivement, y compris à Kiev, en langue russe. Très bien. Il y a la loi qui oblige l'utilisation de l'ukrainien, mais il y a des exceptions qui sont appliquées quand il n'y a pas de compétences pour le faire en ukrainien. Il tolère, hein, c'est le bon mot, il tolère à ce que ce soit fait en russe. J'ai mentionné l'excellent article que vous avez soumis à l'ADN Med qui est sorti le 17 août, comme vous le voyez. Donc, l'article en question, vous l'avez écrit sur les langues en Ukraine et vous avez mis en évidence les bienfaits de la loi sur les langues de l'année 2012. J'ai deux volets de questions. La première, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement cette loi? Et ensuite, pourquoi pensez-vous qu'elle est positive de par ce que j'ai lu dans cet article? Alors, regardons très brièvement d'abord cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Si on regarde l'article 6, donc 1 et 2, la langue officielle de l'Ukraine, c'est l'ukrainien, et comme langue officielle, cette langue ukrainienne doit être obligatoire. Donc, ça c'est l'article relatif à la langue officielle. Si on regarde l'article 7 concernant les langues régionales, et justement, c'est une des spécificités fondamentales, les langues régionales sont des langues minoritaires généralement. Et le principe de la politique linguistique qui est prévu, conformément donc à l'article 5, sont appliqués à toutes les langues régionales. Les langues régionales, si on prend par exemple l'est de l'Ukraine, il est habité essentiellement par des russophones. La langue russe fait partie d'une de ces langues régionales. Aussi pour montrer l'ouverture, la grande ouverture de cette loi sur les langues, regardons l'article 20 et 22. L'article 20, c'est la langue d'enseignement. Au niveau de l'enseignement, le libre choix de la langue d'enseignement est un droit. Et l'article 22, lui, il fait référence à la langue de la science. Donc, les principales langues de la science en Ukraine sont l'ukrainien, le russe et l'anglais. Donc, revenons maintenant à l'application de cette langue-là. On peut voir ici les régions de l'Ukraine qui ont justement bénéficié d'un statut privilégié selon cette loi-là de 2012, où on voit carrément tout l'Est et le centre-sud, le centre-nord de l'Ukraine
qui était massivement russophone, voire même russophile, qui permettait justement encore de faire bénéficier aux Russes au même titre de langue officielle que l'ukrainien. Et ça peut peut-être paraître paradoxal pour certains, mais c'est sûr que l'ukrainien, pendant ces années-là, a permis la pénétration en profondeur, y compris dans les régions est de l'Ukraine. Et la preuve en est que si on regarde ça sur une échelle de temps plus longue, le nombre d'écoles ukrainiennes a augmenté de façon substantielle par rapport à ce qu'elles étaient avant la promulgation de cette loi-là, qui, comme on peut le voir ici, même si l'Est est encore massivement russophone, l'ukrainien a permis la pénétration parce qu'au niveau du nombre d'écoles primaires et secondaires, il commençait même à dépasser le nombre d'écoles russophones. Donc, c'est clairement une réussite à partir de l'instant où l'ukrainien a commencé à être utilisé à plus grande échelle dans l'est de l'Ukraine, même si le russe continue encore à dominer dans cette région-là. Donc, 2014 commençait. 2014, bon, les événements politiques se sont précipités, mais cette loi-là, elle a été abrogée hein, en 2018. Mais ça, on sort un peu du cadre linguistique puisque c'est devenu carrément politique. Elle a été annulée pour vice de forme, plus vice politique que vice de forme. Professeur Belhadi, 7 ans plus tard, de 2012 à 2019, il y a eu une autre loi sur la langue de 2019. Donc, comme toute la première question, qu'est-ce qui est la caractéristique fondamentalement? Et contrairement à la loi de 2012, cette fois-ci, vous pensez qu'elle est négative et non pas positive. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardons la loi de 2019, déjà au niveau du premier article, on dit la seule langue officielle en Ukraine est langue ukrainienne. Donc, on a mis fin aux langues régionales qui étaient considérées comme langue officielle. Le statut de la langue ukrainienne en tant que langue officielle unique. Donc, on n'acceptait plus d'autres langues officielles. Autre spécificité, si on regarde l'article 21, il est là. L'article 21, si on regarde l'article 1, c'est l'application hein, de la loi dans le secteur de l'éducation qui nous intéresse en particulier. Donc, l'article 1, il dit la langue du système d'éducation dans les établissements d'enseignement est la langue officielle, c'est-à-dire la langue ukrainienne. Et si on regarde le paragraphe 4, il dit que l'État doit promouvoir l'étude des langues de communication internationale, principalement l'anglais, dans les établissements d'enseignement public et municipaux. L'article 5, dans les établissements d'enseignement, selon le programme, une ou plusieurs disciplines peuvent être enseignées dans au moins 2 langues. La langue officielle, l'anglais, ou d'autres langues officielles de l'Union européenne. Et le paragraphe 6, il dit à la demande des étudiants professionnels, donc techniques et professionnels, et des étudiants de l'enseignement supérieur, les établissements doivent leur offrir la possibilité d'étudier la langue du peuple autochtone ou celle de la minorité nationale de l'Ukraine en tant que discipline distincte. Ça, c'est l'article qu'on vient de voir 21. Regardons l'article 22, donc la langue officielle dans le domaine scientifique. Regardez qu'est-ce que ça dit cet article. La langue de la science en Ukraine, c'est la langue officielle, pas de problème. Le deuxième paragraphe, il dit les publications scientifiques sont publiées dans la langue officielle, en anglais et ou dans d'autres langues officielles de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont publiées en anglais et ou dans d'autres langues officielles de l'Union européenne, le matériel doit être publié, doit être accompagné d'une annotation ou d'une liste de mots-clés dans la langue officielle. Alors, ici, quelques commentaires.
c'est que clairement les législateurs ukrainiens n'étaient pas dans une logique de promotion seulement de la langue ukrainienne. Ce que moi, je comprendrais parfaitement que l'on puisse promouvoir la langue ukrainienne. C'est moi, personnellement, je suis tout oui à ça, mais il y a une logique d'exclusion que l'on voit à travers ces articles que je viens de vous lire, puisque les droits des minorités sont brimés. C'est vrai que la langue ukrainienne a été malmenée pendant 3 siècles, mais les législateurs ukrainiens, me semble-t-il, sont plus dans une logique de revanche plutôt qu'une logique de promotion de leur propre langue. Et pour ajouter un peu l'insulte à l'injure ou l'injure à l'insulte, je ne me rappelle plus comment on dit, c'est qu'ils considèrent que les langues de l'Union européenne, toutes les langues de l'Union européenne sont des langues scientifiques, mais pas le russe. C'est quand même une aberration, sachant que l'Ukraine a participé dans les grandes réalisations qui ont été faites avec la langue russe. Prenons l'exemple, la conquête de l'espace, ça a été fait en langue russe, mais les Ukrainiens étaient partie prenante. Je ne conçois pas qu'on puisse renier à ce point ce passé-là. C'est une logique de revanchard à laquelle, personnellement, je ne peux pas adhérer, que je ne peux pas comprendre. Euh, Professeur Ben Haddad, est-ce qu'on peut dire que le président actuel de l'Ukraine, Zelensky, est responsable de la promulgation de cette loi sur la langue et de sa mise en application? Bonne question. Bonne question parce que ici, on doit distinguer deux choses. D'abord, l'élaboration de cette loi-là, c'est sûr que Zelensky n'a aucune responsabilité dans le coup de force qui a permis donc la signature de cette loi-là par son prédécesseur, Poroshenko. Bien plus, Zelensky, quand il a fait sa campagne électorale justement contre Poroshenko en 2019, le candidat, il avait clairement manifesté sa volonté de cesser l'ukrainisation forcée qui était menée tambour battant par Poroshenko. Il avait même promis de réintégrer au pays les populations du Donbass qui ont fait sécession en 2014. Il avait même promis, ça je l'ai lu bien avant la guerre, de verser les pensions bloquées des retraités de ce territoire du Donbass. Alors, si on regarde maintenant les dates, je vais mettre mes lunettes. Zelensky a été élu le 21 avril 2019. La loi a été promulguée le 25 avril. Il n'y est pour rien parce que Zelensky, il a prêté serment le 20 avril. Mais la loi, elle est entrée en fonction le 17 juillet. Ça veut dire qu'il aurait pu ajourner l'entrée en vigueur de la loi s'il était animé de bonne foi pour réunifier son pays. On sait très bien qu'il a été élu massivement par l'Ouest et par l'Est, même si l'Est disons, moins massivement voté. Et le nouveau président, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a entrepris aucune mesure justement pour réconcilier les deux blocs Est-Ouest de son pays. Dans mon article là, auquel tu as fait référence à la Chine, j'ai dit que n'est pas Mandela qui veut. Hein. Voilà, Pourtant, c'est ça. euh, pourtant il est impossible tout simplement de réintégrer les territoires du Donbass avec une telle loi qui leur dénie leur droit d'utiliser leur langue, si ce n'est dans la sphère privée. Bien plus, rapidement, on s'est rendu compte que Zelensky, il était obsédé uniquement par l'adhésion de son pays à l'Union européenne et à l'organisation OTAN. Et quitte à ce que cela se fasse en marchant sur des cadavres. Alors, clairement, ce président, on nous le présente aujourd'hui chez nous à l'Ouest comme l'icône de la résistance, mais en fait, c'est lui qui a contribué à exacerber la rupture entre l'Ouest, qui est massivement ukrainophone, et l'Est, qui est lui plutôt massivement russophone. Donc, la guerre maintenant, et la guerre s'est chargée donc, de couper les ponts entre les deux communautés. On assiste à des bombardements massifs
de l'ouest occidental par Moscou, et on assiste également à des bombardements massifs de l'Est par le gouvernement de Kiev. Donc, les deux populations, l'une est devenue ukrainophobe et l'autre est devenue russophobe. Donc, Tout à fait. on a atteint quasiment le point de non-retour. J'ai écrit sur ma page Facebook que si la guerre éclate, le Donbass ne retournera plus jamais dans le giron de Kiev. Je pense que je l'ai dit chez toi aussi, Rachid, Oui, dans oui, une. oui, vous l'avez dit dans mon émission, ouais. J'ai même spécifié, même sans l'appui de la Russie, il ne retournerait pas dans le giron de Kiev avec ce genre de loi, clairement. Et ce qui a nourri ma réflexion, ben, c'est la loi sur les langues que je vous présente aujourd'hui. Très bien. Ben, un excellent travail que vous avez fait, monsieur Ben Haddadi. Ben, j'ai bien aimé aussi ce que vous venez de dire au sujet de n'est pas donné à n'importe qui d'être un Mandela. Nelson Mandela, dès qu'il a pris la présidence en 94, la première des choses qu'il a réglées, c'est les problématiques linguistiques en officialisant les 11 langues officielles parlées en Afrique du Sud. Et ce que ça fait maintenant, l'Afrique du Sud est un pays qui compte dans le monde et on voit malheureusement Zelensky et l'Ukraine. Et ça, comme je l'ai bien dit, on n'entend pas ce genre d'analyse dans d'autres réseaux, malheureusement. Effectivement, la problématique de langue, quand elle n'est pas, des langues, quand elles ne sont pas réglées dans un pays, ça finit toujours par des problèmes. Ceci dit, Rattraper, voilà, ça finit par rattraper les gens. tout à fait. Justement, vous avez parlé de maintenant des territoires actuellement occupés par la Russie. La question, quelle est la langue qui est utilisée par l'administration en ce moment et quelle est la langue parlée par la population? Alors, on va peut-être, je vais utiliser ici le document que j'ai produit, à savoir l'article dans ADN Med, les langues en Ukraine. Dans cet article-là, j'ai distingué les trois parties. J'ai distingué le Donbass de la Crimée, des nouveaux territoires occupés par la Russie depuis le début de la guerre. Allons-y territoire par territoire. Donc, si on regarde la Crimée, on sait qu'elle a été occupée par la Russie donc de Catherine II depuis 1780 à peu près. Et du fait de la politique de peuplement, elle est pour plus de trois quarts habitée par des Russes. Donc, quand l'URSS s'est effondrée, plusieurs éminentes personnalités avaient appelé tout de suite là, en 89-90 de rattacher la Crimée à la Russie. Et parmi ces personnalités, Alexandre Solzhenitsyn, Mikhail Gorbatchev et bien d'autres. Mais elle a été attribuée à l'Ukraine. Mais la Crimée avait sa propre constitution. Et parce que c'était une république autonome à l'intérieur de la République d'Ukraine. Donc, ils avaient leur propre parlement et ils avaient leur législation qui stipulait qu'ils avaient trois langues officielles en Crimée. Les trois langues officielles en Crimée, ce sont les trois peuples qui habitent la Crimée. Les Russes, même s'ils dominent à plus des trois quarts, les Ukrainiens et les Tatars de Crimée. Donc en Crimée, Vous avez bien dit que la Crimée était autonome dans l'Ukraine avant tous bien ces sûr, bouleversements? bien sûr, ils étaient D'accord. autonomes quand l'Ukraine était à l'intérieur de l'URSS. Ils sont restés autonomes quand l'Ukraine a pris son indépendance. Ils avaient leur propre structure, mais Merci pour cette précision. ils étaient rattachés administrativement à l'Ukraine. Donc c'était la Merci. République autonome de Crimée qui appartenait, on va dire, depuis 1954 à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Donc, ils avaient leur propre législation, leur propre parlement. Et je viens de vous dire, ils avaient trois langues officielles. Aujourd'hui, ils ont encore ces trois langues officielles, l'ukrainien, le russe et le tatar.
Et je pense que c'est un territoire que je connais bien. J'ai été plusieurs fois en Crimée, mais on parle des années 80 et 70-80. Je ne suis plus jamais retourné malheureusement, mais à ma connaissance, la part de l'Ukraine a beaucoup baissé depuis 2014. Les Tatars sont beaucoup moins représentatifs. On parle de 5 à 10% de la population. Donc l'essentiel des services sont fournis en langue russe, mais l'ukrainien et le tatar sont encore des langues officielles. Et deuxième territoire, c'est le Donbass. Le Donbass, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai personnellement beaucoup apprécié la loi de 2012, c'est parce qu'il y avait ce concept de langue régionale qui permettait en même temps au peuple russophone du Donbass de continuer à utiliser leur langue tout en accompagnant les progrès que faisait la pénétration de l'ukrainien chez eux. Malheureusement, il y a un stop qui a été fait suite à la guerre. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du Donbass, il n'y a plus aucune trace d'Ukrainien. C'est la russification quasi totale de l'ensemble du système de ces deux républiques sécessionnistes, donc du Donbass, que sont Luhansk et Donetsk. Maintenant, les deux nouveaux territoires conquis par la Russie depuis le début de cette guerre, qui sont donc les oblasts. Les oblasts, c'est un peu là où, si vous voulez, l'équivalent de la wilaya chez nous, en Algérie. Et donc, les oblasts de Zaporozhye et de Kherson. Alors, c'est quand même assez pas banal ce qui s'est produit là-bas parce qu'il commençait à y avoir une certaine ukrainisation de la société. Mais dès que ces territoires ont été récupérés par la Russie, ils ont abandonné le système ukrainien, dans le système d'éducation par exemple, parce que j'ai un intérêt particulier pour ça, dans le système éducatif russe qui est implémenté depuis 2022 au sein donc, de ces deux oblasts que sont Zaporozhye et Kherson. Donc, quelque part, ça peut paraître un peu bizarre, mais encore une fois, si je me réfère à l'article que j'ai écrit, j'ai dit un peu la loi de 2019 que Kiev a voulu implémenter euh, dans l'est de l'Ukraine dans la perspective de faire disparaître la langue russe a eu un effet boomerang parce que c'est carrément la langue ukrainienne qui est en train de disparaître aussi bien au Donbass qu'à Zaporozhye et à Kherson, la Crimée aussi. Comme dit l'expression, quand on sème le vent, que la tempête arrive, il ne faudrait pas que ça étonne. Tout à fait, professeur Brady. Ceci dit, ben, vous avez dit qu'il y a un lien entre la langue et les résultats des élections en Ukraine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que ce lien est vraiment évident? Si on regarde depuis son indépendance, hein, depuis 1991, l'Ukraine a eu 6 présidents que l'on voit ici. Je vais peut-être caractériser chacun des mandats et qui a voté pour qui, pour ces 6 présidents. On commence en 1991. Avant de commencer en 1991, regardons d'abord la carte de distribution ethno-linguistique de l'Ukraine. Hein. C'est résumé ici, on le voit à gauche, c'est l'Ouest, massivement ukrainophone. L'Est, à droite, massivement, pardon, ukrainophone à gauche, donc c'est l'Ouest, à droite, russophone, essentiellement. Et je vais essayer de vous illustrer à quel point ça impacte sur les résultats des élections. La première élection de 1991, hein, et elle a été remportée par Leonid Kravchuk. Et comme on peut le voir, l'Est et l'Ouest ont massivement voté pour le candidat Leonid Kravchuk. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y avait, juste après l'indépendance, une division du pays, parce qu'elle est apparue juste après la deuxième élection. Deuxième élection, ce Leonid Kravchuk n'a pas été réélu. Il s'est fait battre par Leonid Kuchma. Et Leonid Kuchma, il est russophone, russophile. Donc, les russophones ont massivement voté pour lui, tandis que les ukrainophones ont massivement voté pour l'ancien président Kravchuk, qui s'est avéré être
pas juste un fervent nationaliste, mais un peu plus que fervent nationaliste. Il a perdu la ferveur des habitants de l'Est de son pays. Élection de 1994. Kuchma, il est considéré comme un président pro-russe. C'est le seul président qui a obtenu 2 mandats. Donc, il a été réélu en 1999. Donc, les élections suivantes, c'est 2004. Alors, 2004, on a 2 candidats. Viktor Yushchenko, ukrainophile. Tout l'Ouest a voté pour lui et le centre, une partie du centre également. Et Viktor Yanukovych, tout l'Est a quasiment voté pour lui, comme on peut le voir hein, dans des proportions, appelons-les brejneviennes, plus de 90%. Yanukovych, candidat pro-russe, c'était un oligarque. Hein. Il est natif de la ville de Donetsk que l'on voit ici, qui a voté pour lui à 96%. Ceci peut peut-être expliquer cela. Ça, c'est les élections de 2004, mais encore une fois, Yanukovych n'a pas été élu, c'est Yushchenko qui a été élu. Sauf que 2 ans plus tard, il l'a nommé comme Premier ministre. Et 2 autres années plus tard, il y a eu des élections. Cette fois-ci entre Yanukovych et Timoshenko. Timoshenko, probablement certains d'entre vous la connaissent, c'est la dame avec très célèbre pour la qualité et la longueur de ses cheveux. Et Yulia Timoshenko, donc s'est fait battre à plat de couture par Yanukovych. Donc c'est le président qu'on dit pro-russe qui a été élu. Comme on peut le voir de nouveau, c'est tout l'Est qui a voté pour Yanukovych et tout l'Est et tout l'Ouest qui a voté pour Yulia Timoshenko. 2010. L'élection suivante, 2014. Alors, l'élection 2014, c'était une élection anticipée parce qu'on a fait partir Yanukovych. Pour certains, c'est un putsch. Pour d'autres, c'est une révolution. Là, on est dans un débat sur les langues. Aujourd'hui, on va rester dans le débat sur les langues, mais le commentaire que je mettrai ici, c'est qu'on le voit à travers les résultats des élections que l'Ouest a massivement voté pour son candidat et l'Est n'a pas du tout voté ou a très peu voté. Élection suivante, 2019. Alors, 2019, Poroshenko, c'est lui qui est derrière la loi de 2019, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a été introduite en 2019. Il s'est retrouvé face à Zelensky. Zelensky l'a battu à plat de couture. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'était quoi la promesse électorale de Zelensky? C'est de réunifier son pays. Zelensky, peut-être certains ne le savent pas, c'est un russophone. Hein. Il ne parle plus russe maintenant, mais c'est un russophone à la base. Il est originaire du centre de pays, la ville de Kryvyi Rih. Mais encore une fois, ici, on le voit, Poroshenko a plus reçu de soutien à l'Ouest et la politique linguistique que je vous ai illustrée y est pour beaucoup. Et Zelensky l'Est a fondé une partie de ses espoirs sur lui. Ces espoirs se sont avérés vains, comme on le sait au jour d'aujourd'hui. Très bien, très bien. Donc, c'est ce qui nous ramène à la dernière question. Quels enseignements peut-on tirer de ces lois sur les langues en Ukraine? Deuxième volet de la question, ça nous concerne, nous. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut transposer pour la Kabylie, pour l'Algérie, pour le Québec et pour le Canada? Bonne question, Rachid. Alors, c'est clair que quand vous vivez dans un pays avec plusieurs langues, le respect mutuel pour chacune des langues doit être de mise. Il doit être partagé par les uns et par les autres. Et, et moi, j'aime pas me situer dans la langue de bois avec cette phrase introductive. Euh, je vais parler concrètement dans le cas de notre pays d'origine, Algérie, puis de notre pays d'accueil aussi, le Canada-Québec. En Algérie, nous avons depuis 2016 2 langues officielles, mais il y a une mainmise de l'arabe auquel l'État a alloué les ressources, pour ne pas dire toutes les ressources, pour se développer, y compris
dans les régions majoritairement berbérophones. Pourtant, il revient à ce même État qui a alloué quasi exclusivement à la langue arabe toutes les ressources de développer euh, l'autre langue, appelons-la, si vous voulez, deuxième langue officielle du pays. Et pour vous illustrer tout ça avec qu'est-ce qui peut être fait, je vais peut-être me servir un peu de mon expérience personnelle. Certains d'entre vous l'ont peut-être vécu. Vous vous rappelez tous le fameux S12 qu'il fallait se faire délivrer. Donc, il faut aller dans le lieu de naissance. Moi, j'avais un problème avec mon nom parce que des fois, il s'écrit attaché, des fois, il est détaché. Ben, c'est à part, Adadi à part. Donc, ça donne deux noms distincts que vous l'attachiez ou pas de nos jours avec l'informatique. Donc, pour résoudre ça, ben, soit vous passez devant un tribunal, soit vous allez voir avec, le procureur de la République. Donc, moi, j'ai été voir le procureur de la République parce que je ne pouvais pas être présent, faire passer ça en justice. Donc, je suis allé voir le procureur de la République dans mon lieu de naissance qui s'appelle El Hammam Michli. Et, euh, et donc, journée de réception et le procureur de la République, il reçoit deux personnes en même temps. Comme par hasard, il m'a reçu, moi, une dame qui ne parlait pas arabe. C'est une dame de 80 ans passés. Donc, j'ai dû servir, moi, d'interprète de la langue kabyle vers la langue arabe ou la langue française pour notre procureur. Alors, je ne sais pas à quel point on s'en rend compte ou pas, mais c'est le genre d'aberration qui aujourd'hui n'ont plus leur raison d'être. Euh, vous ne pouvez pas nommer un procureur de la République, il va s'adresser à des gens qui ne le comprennent pas. Et c'est pas en arabisant cette vieille de 80 ans passés et que la solution se trouve. Vous ne pouvez pas nommer tout simplement un procureur de la République qui soit exclusivement arabophone et francophone dans une région berbérophone. Il faut qu'il parle la langue de l'endroit où est-ce qu'il exerce. C'est pas aux gens de s'adapter pour lui. Et c'est à l'État de faire de sorte justement à ce que ce soit le cas. La même chose, un autre cas que j'ai vécu un peu plus récemment, à Tizi Ouzou, quelqu'un dans mon entourage qui a dit que le Wali fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai posé une question très simple, dans quelle langue il vous parle? Ben, il leur parle en français et en arabe. Il n'a pas la moindre connaissance de la langue kabyle. Et l'idée, ce n'est pas de mettre un kabyle Wali, elle n'est pas là la solution. Il faut que la personne soit capable de s'exprimer en kabyle. Si elle n'est pas capable, ben, ils trouveront une autre. C'est également à l'État de trouver les ressources et les moyens pour que ce bilinguisme-là officiel ne soit pas comme on l'a vu pour l'Ukraine, un bilinguisme de façade. Il faut absolument qu'on passe à cette nouvelle étape où on voit l'État qui alloue les ressources pour que le bilinguisme puisse être réellement implémenté. Alors, pour le Québec-Canada, euh, on peut quelque peu dresser quelques parallèles avec ce que je viens d'établir, mais avec le Québec-Canada, mais c'est un peu différent puisqu'on a quand même atteint ici, en Amérique du Nord, un autre niveau de maturité. Si vous prenez par exemple la loi 101, elle a plusieurs fois été contestée devant les tribunaux. Ceux qui ne savent pas, la loi 101, c'est la loi sur l'achat de la langue française. Et depuis son adoption, elle a subi de nombreuses modifications. Les, 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 les anglophones ont le droit d'aller dans des écoles anglophones, d'être servis dans leur langue. Ce n'était pas comme ça dès le départ. Il y a cette ouverture-là qui permet, quand il y a un problème, d'aller trouver une solution. Et il faut maintenant s'inspirer des bons exemples qui marchent pour les implémenter là où ça marche moins bien, on va dire. Voilà, voilà que professeur Behdadi nous a éclairé sur pas mal de questions. Et le mot de la fin, c'est que, effectivement, je le répète encore une fois, comme l'a bien dit Ben Haddadi, c'est que quand les problématiques linguistiques ne sont pas réglées dans un pays, la frustration qui s'ensuit, et donc c'est des perturbations, et ce qui va prendre le coup,
c'est le développement économique, c'est la démocratie, c'est l'instabilité sociale, politique, etc. Et nous avons de la chance de voir Ben Haddadi comme analyste qui nous revient souvent avec ce genre de lecture que probablement on ne trouve pas dans la plupart des médias par rapport notamment à cette question linguistique en Ukraine qui a été, après tout, qui a joué un grand rôle dans l'effondrement pratiquement de l'Ukraine et puis de l'instabilité qui règne dans cette région. On espère que toutes les recommandations qu'a suggérées Ben Haddadi seraient bénéfiques à la fois pour la Kabylie, l'Algérie, le Québec et le Canada. Ceci dit, merci, merci beaucoup, professeur Ben Haddadi. Merci pour l'invitation aussi. ما تنوين كمثل دي قمينا كيد نسا ثقارا مازال نوغا الغورس مايلي تككين ثيكثي وين نظن ثي مغلي وين نظن غف إغبلا نظن ديال ثما ذوق مضالي سان سيغذين أو نديني قيمة ذي ثلويث